Voilà, mes chers collègues, nous allons donc pouvoir entamer l'ordre du jour en commençant par un point qui vient d'une réunion qui a été faite donc le 23 avril à l'initiative donc du maire de Saint-James-la-Plaine qui a réuni les maires de quelques 42 communes de manière à leur demander leur avis sur le SCOT. Alors le SCOT, je vous rappelle, schéma de cohérence territoriale, c'est en fait, on va dire, quelque chose qui ressemble à un plan local d'urbanisme élargi donc à un territoire donc plus vaste. La manière dont s'est passée la réunion et la première question qui était posée auprès donc des édiles qui étaient présents, c'était de dire comment vous voyez, vous, l'instauration d'un SCOT sur le territoire. Unanimement, je dis bien unanimement, les maires ont souhaité que les SCOT répondent à un bassin de vie. En d'autres termes, ils ne souhaitent absolument pas voir se créer des entités qui seraient des entités qui ne corespondraient pas ensuite à quelque chose de pratique et de pragmatique, c'est-à-dire d'avoir finalement un schéma de cohérence territoriale qui couvrirait donc des surfaces qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Donc, se donner comme règle d'aller autour d'un bassin de vie, donc avec des intérêts qui sont des intérêts communs. Ils en voulaient donc pour exemple les tentatives qui avaient été faites sur la création par exemple de certains pays qui étaient beaucoup trop larges, pour lesquels il n'y avait ni de cohérence de bassin de vie, ni cohérence territoriale, ni cohérence du point de vue même quelquefois purement culturel. Et donc ils voulaient et ils veulent donc rester dans cette logique qui est de dire tout simplement on crée un schéma sur des gens qui ont des intérêts communs. Donc la deuxième question qui s'est posée, c'est de se dire quel est ce périmètre qui serait donc le plus adapté à un schéma de cohérence territoriale, et en particulier sur le sud Vendée, puisqu'il y a quand même déjà certains SCOT qui ont été créés ailleurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Et unanimement, là encore, les maires qui étaient présents, les 41 maires qui étaient présents, ont dit qu'il y avait sur le sud Vendée, à l'évidence, deux bassins de vie autour des deux villes-centres, c'est-à-dire un du côté donc de Fontenay-le-Comte et l'autre du côté de Luçon. À partir de là, il a été demandé quel serait l'engagement donc des différentes communautés de communes, parce que ce sont les communautés de communes donc qui sont porteurs. À l'évidence, le pays herminois, donc les 12 communes, ont parlé de solidarité, puisqu'il y a quelques communes du pays herminois qui pourraient être, ou de manière identique, intéressées par, c'est toujours l'histoire des limites, intéressées par le territoire de Fontenay-le-Comte ou par le territoire de Luçon, mais ayant une logique de communauté de communes qui est assez importante, ils se sont tous rangés donc à l'idée de se rapprocher donc du pays de Luçon. Pour les autres maires, il était évident donc qu'il devait y avoir un SCOT autour du bassin de vie de Luçon et un SCOT autour donc du bassin de vie de Fontenay-le-Comte. Il nous a été donc demandé de nous exprimer auprès donc des autorités pour dire ce qu'il en était auprès de notre commune, ce que je vous propose donc ce soir, sachant que contrairement à ce qui se passe pour les communautés de communes, ce sont là les communes qui décident. C'est-à-dire que le préfet n'a pas de pouvoir d'imposer donc des surfaces. Donc voilà ce qu'il en est. C'est bien sûr une discussion donc, qui peut être ouverte ce soir. Je vous lis donc ce qui pourrait être la motion donc, qu'on présenterait auprès donc, de la préfecture. Donc réunis le 23 avril 2013 à 20h, les élus des communautés de communes du Pays Né de la Mer pour 10 communes, du PU Mareuillé, 11 communes,
du Péry herminois, 12 communes, et de la communauté de communes du pays de l'Ermenau, 8 communes, ainsi que monsieur le conseiller général du canton de Luçon et monsieur le maire de Chanay ont essayé de définir quel avenir établir autour du bassin de vie luçonnais et comment orienter les devenirs des Scots dans le sud Vendée, ce qui représente 41 communes. Un grand sud Vendée allé de la mer au bocage et comprenant les marais et la plaine calcaire se décompose en 2 bassins de vie, Luçon et Fontenay-le-Comte. Un Scot ne doit pas être un énième étage au millefeuille administratif existant. Un Scot est une réalité de terrain. Les maires de Grue, La Faute-sur-Mer, Léroux, Trièze, Saint-Michel-en-Lerne, Les Manines-Régnier et Chanay confirment l'attractivité du bassin luçonnais. Tout comme les maires de Saint-Jean-de-Bonnier, Saint-Étienne-de-Brilouet, Saint-Aubin-la-Plaine, Tirey, Sainte-Gemme-la-Plaine, La Réorte au sein de la communauté de communes du pays de Saint-Hermine, ainsi que les élus de La Couture, La Bretonnière, Saint-Pexine, les Moutiers-sur-le-Lay pour la communauté de communes du pays Mareuillais. Ainsi s'exprime une quasi-unanimité des représentants des communes sur le fait qu'un Scot doit correspondre à un bassin de vie. En conséquence, le conseil municipal forme le vœu d'un Scot dédié uniquement au bassin de vie de Luçon et un autre Scot dédié uniquement au bassin de vie de Fontenay-le-Comte. Voilà, bien sûr, ça c'est une proposition que j'ouvre donc au débat si vous avez quelque chose à exprimer. Monsieur Demy ? Oui, je voudrais dire d'abord deux choses. Première chose sur la forme. Ce qui nous ennuie un petit peu, c'est que si cette réunion a eu lieu le 23 avril, nous, la motion, on l'a eue à 17h ce soir, puisqu'elle n'était pas avec la convocation au niveau du Conseil. Et qu'après l'avoir réclamée suite à notre réunion de préparation hier soir, ce matin, elle est arrivée par mail dans l'après-midi et donc je n'ai pu la consulter qu'à 17h ce soir et pas en débattre avec mes colistiers. Donc ça, sur la forme, ça me gêne un peu. Le deuxième point, c'est sur le fond. Sur le fond, je partage, comme vous, l'idée que nous avons bien 2 pôles, pôle de Luçon, pôle de Fontenay, et qu'en termes de réflexion stratégique sur le développement économique, touristique, sur les infrastructures, etc., il y a des réalités différentes sur nos 2 pôles. Par contre, il y a aussi des réalités qui concernent l'ensemble du Sud-Vendée. La problématique du Sud-Vendée, elle est transversale au pôle de Fontenay et de Luçon. Et autant je conçois la nécessité de travailler sur 2 pôles, autant je ne vois pas pourquoi ça ne pourrait pas se faire à l'intérieur d'un même Scot. Parce que tant sur des problématiques d'infrastructures routières, tant sur des problématiques d'éducation que sur des problématiques de développement économique, les réflexions qu'on va avoir à l'intérieur du Scot, ils regardent effectivement l'ensemble de notre Sud-Vendée. On dit suffisamment qu'on est trop concentré sur nos petites structures et pas assez à réfléchir en notion de bassin, de pays, etc., pour dire que là encore, si on a la possibilité de faire un Scot sur l'ensemble du territoire, il faudrait en le découper en 2 qui vont marcher chacun à leur rythme et peut-être faire des choses en double qui ne seraient pas forcément utiles. Donc moi je crois que oui, à demander 2 pôles, non à demander 2 Scots. Plusieurs choses. D'abord, il faut dire ce qui est. Les infrastructures routières, ce n'est pas du domaine du Scot, c'est du domaine du département. C'est du domaine du département. Donc c'est pas du domaine de... Bon. Sur l'économie, c'est de la compétence des communautés de communes, ça n'est pas non plus de la compétence des Scots. Donc il faut remettre les choses à leur place. Là où je suis d'accord par rapport à ce que vous dites, c'est qu'il faut qu'il existe un pont entre les Scots et pas seulement les Scots du Sud-Vendée. La sous-préfète disait l'autre jour, Madame le sous-préfet, pardon, elle aime qu'on l'appelle comme ça, Madame le sous-préfet disait l'autre jour qu'elle se défendait du fait qu'on parle du Sud-Vendée, mais qu'il fallait bien comprendre que le Sud-Vendée était globalement impliqué donc dans un développement qui était un développement départemental. Donc les Scots doivent avoir des ponts entre eux. Ça, c'est tout à fait logique. Par contre, à ce moment-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un Scot qui serait à l'échelle départementale, ce qui est complètement ingérable. Je pense qu'il y a 2 bassins de vie qui sont des bassins de vie qui sont complètement différents, tant dans leur manière de fonctionner que dans leur manière d'imaginer donc le développement de leur territoire.
Et c'est là aussi le sentiment donc, des communautés de communes. J'avoue que avoir l'unanimité de 41 maires autour de cette idée de dire on ne veut surtout pas qu'on ait un territoire qui soit suffisamment vaste pour tomber sur des débats qui sont des débats autres que ceux de l'application directe de ce que devrait être un SCOT, me semble quelque chose de suffisamment fort pour qu'aujourd'hui on puisse prendre donc une délibération de ce type-là. En d'autres termes, nous avons deux bassins de vie qui sont deux bassins de vie donc qui sont différents dans leur fonctionnement et qui vont se trouver à l'intérieur d'un SCOT sur une compétition qui n'aura plus rien à voir avec le but qui est recherché par les SCOT. Donc ça, il faut l'éviter à tout prix, qu'il y ait des ponts entre les deux SCOT, je suis tout à fait d'accord, mais y compris avec les SCOT du côté des Sables-d'Olonne, du côté de La Roche-sur-Yon, que du côté de Fontenay-le-Comte. Par contre, qu'on garde notre identité et qu'on garde un SCOT qui soit un SCOT que nous dirigeons nous-mêmes dans notre bassin de vie, me semble incontournable. Donc voilà le but, voilà l'expression donc de ce qu'a été unanimement l'idée que se faisaient les maires donc des SCOT du Sud-Vendée. Je ne sais pas, moi, de quelle unanimité il s'agit, parce que quand on a eu un petit peu l'occasion d'en parler en aparté au niveau de la communauté de communes notamment, on était bien sûr, on n'a pas parlé officiellement, c'était dans les discussions informelles avant ou après des réunions. Moi, j'ai toujours entendu parler de la volonté d'aller vers deux pôles. C'est pour ça que je ne comprends pas ici cette logique ou ce... Alors là, je vous le dis nettement, la communauté de communes, le bureau de la communauté de communes, s'était exprimé sur deux SCOT et non pas sur deux pôles, sur deux SCOT, mais avec des ponts entre les SCOT. Mais ça, on est tout à fait d'accord. Par contre, c'est bien deux SCOT différents. On n'a pas du tout envie d'avoir, si vous voulez, l'étude d'un développement et d'une organisation de notre territoire qui serait gérée, parce qu'il faudra bien quelqu'un pour diriger et chapeauter ce SCOT par des gens, donc du côté de Fontenay-le-Comte. Ça n'a rigoureusement rien à voir. On reste, si vous voulez, dans notre bassin de vie. Alors après, qu'il y ait des ponts qui se fassent, ça c'est tout à fait logique, et les ponts d'ailleurs se feront tout à fait naturellement. Vous parliez tout à l'heure des infrastructures routières. Je trouve que l'infrastructure routière qui est du domaine du département, ce qui s'exprime à travers, par exemple, les conseillers généraux donc des différents cantons, va dans ce sens-là. Donc, mais par contre, à nous de gérer notre territoire à une taille humaine et non pas à quelque chose, je suis désolé, mais je ne vois pas l'intérêt qu'il peut y avoir d'avoir dans un SCOT la zone côtière avec les trois communes qui viennent nous rejoindre et Menon-Blé. On n'a pas de logique. Donc, entre la Châtaigneraie et la Tranche-sur-Mer, on n'a pas de logique. Par contre, avoir une logique qui est une logique de développement et d'organisation en allant Saint-Hermine, le Vendéopole qui vient jusqu'à nous, avec donc Mareuil-sur-Lay qui vient en partie, donc si vous voulez, sur notre territoire et la côte, là, on a une véritable cohérence. Le reste, on risque de tomber sur, passez-moi le terme, mais c'est un terme qui est tout à fait explicite, on risque de tomber sur un machin qui ne fonctionnera certainement pas, et dans lequel il va s'exprimer. Non, mais il risque de s'exprimer des volontés qui sont des volontés autres que celles du pragmatisme que l'on doit avoir dans les SCOT. Je ne peux pas être plus clair que ça. D'autres interventions ? Pour notre part, on considère qu'on n'a pas eu le temps, nous, d'en débattre entre nous, que l'information étant tardive, on n'a pas eu le temps non plus d'en parler avec d'autres partenaires de la communauté de communes, par exemple. Donc, bon, on ne votera pas contre, mais pour ce soir, on s'abstiendra dessus. D'accord. Très bien. Donc, merci, Monsieur Demy. Donc, je soumets ce vœu à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre ? Donc, qui s'abstiennent ? Qui est pour ? Donc, avec 21 voix pour et 7 abstentions. Je vous remercie. Nous allons passer maintenant à l'ordre du jour en commençant par les délibérations d'urbanisme et en commençant avec les révisions des statuts du SIDEV qui va être traité par M. Gachet. Merci, Monsieur le maire. Cette délibération est assez longue. Je pense qu'on va peut-être l'écourter un petit peu parce que
Il y a tous les tenants et les aboutissants qui n'ont pas tellement d'intérêt. On va commencer au milieu de la première page, c'est-à-dire considérant que cette nouvelle révision statutaire a pour objet de permettre notamment l'adhésion des EPCI à fiscalité propre, le SIDEF devenant un syndicat mixte fermé à la carte, l'adaptation des compétences pour tenir compte de l'adhésion des établissements publics de coopération internationale à fiscalité propre, l'introduction de nouvelles compétences, communication électronique, c'est surtout ça qu'il faut retenir, dans les statuts du SIDEF, complétant la compétence existante et visant à permettre au SIDEF d'exercer la compétence pour les points d'intérêt général, la réalisation de l'exploitation de réseaux de communication électronique à partir des points d'arrivée des réseaux d'intérêt départemental sur le territoire communautaire jusqu'au point de mutualisation inclus, tels que ces points sont définis par la décision en date du 14 décembre 2010, précisant les modalités de l'accès aux lignes de communication électronique à très haut débit en fibre optique sur l'ensemble du territoire, à l'exception des zones très denses et jusqu'aux points d'intérêt intercommunaux. Voilà, la montée en débit de la réalisation d'exploitation et la maintenance des points de raccordement mutualisés, conformément à la décision du 14 juin 2011 et de l'offre de référence de France Télécom pour la création de points de raccordement mutualisés dans sa version en vigueur à la date de réalisation de ces points de raccordement mutualisés. Bon, donc là, un petit peu plus bas, on voit la simplification de l'article 5.7, infrastructure de charge nécessaire à l'usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables, du projet de statut en vue de la mise en œuvre du schéma départemental. Donc c'est surtout ça de quoi il s'agit. Hein. Donc on va passer un petit peu, j'arrive en bas de la page numéro 2. Considérant que la communauté de communes des Pays de la Mer a sollicité son adhésion au SIDEF par délibération susvisée, considérant que conformément à l'article L. 5214-27 du Code général des collectivités territoriales, l'adhésion de la communauté de communes au SIDEF est subordonnée à l'accord des conseils municipaux des communes membres. La commission d'urbanisme a donné son accord et celle des finances aussi. Alors, le conseil municipal, après avoir délibéré, décide de l'adoption des statuts du SIDEF, joint en annexe, donne un avis favorable à l'admission des nouveaux statuts, des nouveaux membres listés dans le projet de statut, approuve l'adhésion de la communauté de communes du Pays de la Mer au SIDEF et transfère au SIDEF, en complément des compétences déjà transférées, la compétence production et ou distribution de chaleur ou de froid, conformément à l'article 5.5 du projet des statuts du SIDEF, en lieu et place des adhérents qui le souhaitent et conformément aux dispositions législatives réglementaires en vigueur, le SIDEF aménage, exploite, fait aménager ou fait exploiter toute nouvelle installation de production et ou de distribution de chaleur ou de froid, notamment les installations de cogénération ou de récupération d'énergie. Transfert au SIDEF, en complément des compétences déjà transférées, la compétence autre production d'énergie, conformément à l'article 5.6 du projet des statuts du SIDEF, en lieu et place des adhérents qui le souhaitent et conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le SIDEF aménage, exploite, fait aménager ou fait exploiter à l'exclusion des installations susnommées toute nouvelle installation de production d'énergie, notamment les unités de production de biogaz à partir de méthanisation, et transfère au SIDEF, en complément des compétences déjà transférées, la compétence infrastructure de charge nécessaire à l'usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables, conformément à l'article 5.7 du projet de statut du SIDEF, en lieu et place des adhérents qui le souhaitent et sous réserve d'une offre inexistante, insuffisante ou inadéquate sur leur territoire, le SIDEF met en place un service comprenant la création, l'entretien et l'exploitation des structures de charge nécessaires à l'usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Bon, c'est une délibération assez longue pour parler des statuts qui sont avec vous. Alors, ces bornes que l'on parle là pour les véhicules que l'on vient de parler, la ville envisage d'en placer une place Leclerc, une place des Acacias, une place du Champ de Foire, une rue de l'Adjudant Barrois près de la bibliothèque et une de la Plaine des Sports. Bon, c'est une proposition pour l'instant. Il faudra s'assurer que les réseaux viennent jusque-là, que c'est possible, donc le SIDEF nous dira ça. Il y a un coût quand même pour la commune, puisque
Ces bornes, après les participations du CIDEF et autres, il y aura un coût d'installation pour la commune d'environ 1 500 €. Enfin, c'est même pas environ, c'est 1 500 €. Il y aura derrière un coût d'exploitation qui serait de l'ordre de 350 € par an. Alors, il ne faut peut-être pas aller trop vite dans l'implantation de ces bornes, parce que je pense qu'il y a certainement des privés qui vont s'intéresser au marché. Donc il faut en installer, je pense, au centre-ville pour ne pas avoir une désertification du centre-ville, mais il ne faut peut-être pas être trop pionnier dans cette histoire. Voilà, c'est mon avis, je pense. Des remarques ou des questions? Ne pas oublier non plus le développement d'autres types de motorisation que nécessitant l'électricité, puisque là, bien sûr, on est sur des véhicules écologiques en termes de production pour eux-mêmes, mais ça nécessite une production d'électricité dans des centrales nucléaires, par exemple, etc. Donc, de toute façon, relativisons aussi. Oui. Vous prenez les voitures au gaz, ça devait être l'avenir, et puis maintenant on entend pratiquement plus parler. Ouais, je rappelle que les voitures au gaz posent des problèmes de production donc de carbone, que c'est vrai que la seule production d'énergie qui est peut-être la moins polluante, c'est encore le vélo, quoique j'en connais certains qui sont vite essoufflés et qui produisent du gaz carbonique. Voilà. Donc, merci. D'autres remarques? Non. Donc, je peux soumettre donc ces modifications de statut à votre approbation éventuelle. Y a-t-il des gens qui sont contre? Qui s'abstiennent? Qui est pour? Unanimité, je vous en remercie. Deuxième délibération, convention de participation financière pour la réalisation du giratoire au lieu-dit Les Croix, près du futur Leclerc. Monsieur Gachet. Monsieur le maire rappelle aux membres du conseil municipal le projet de construction du nouveau Leclerc pour lequel la société SALUDIS a obtenu un permis de construire. La délivrance du permis de construire étant subordonnée à la réalisation d'équipements publics exceptionnels, en l'occurrence un giratoire sur la RD 949 situé au lieu-dit Les Croix. Il convient, en application de l'article L. 332.8 du Code de l'urbanisme, de conclure une convention de participation financière, prescription particulière du permis de construire précité. Alors, vu la délibération du 26 avril 2013, vu l'avis favorable de la commission de l'urbanisme et des finances, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve la convention à intervenir entre la commune et la société SALUDIS, dont le siège se trouve à Luçon, représenté par M. Pénicaud, aux conditions suivantes. Consistance des travaux à réaliser par la commune, construction d'un giratoire sur la RD 949 au lieu-dit Les Croix, contribution financière versée par le pétitionnaire, participation forfaitaire d'un montant de 200 000 € hors taxe, donnant lieu au paiement échelonné selon avancement des travaux. Apport en nature du pétitionnaire, remise d'une partie des terrains si nécessaire, permettant la construction de cet ouvrage, et autorise Monsieur le maire ou moi-même à signer tous les actes et pièces relatifs à cette affaire. Bon, vous l'avez compris, là il s'agit de construire un giratoire juste à la limite de Luçon-Sainte-Gemme, face au nouveau centre Leclerc. Le centre Leclerc ne pouvant pas construire lui-même cet ouvrage sur une nationale, la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre est confiée à la ville, qui refacturera après au centre Leclerc une somme forfaitaire de 200 000 € hors taxe en fonction de l'avancement des travaux. Remarques ou questions? Non, donc je vous soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre? Qui s'abstiennent? Qui est pour? Unanimité, donc je vous en remercie. Pour pouvoir libérer Madame Tessier rapidement, donc nous avons le tirage au sort des assises, ça y est, qui est fait. Je rappelle qu'il faut avoir 23 ans. Donc les gens qui n'avaient pas 23 ans donc, ont été retirés. Et pour l'anecdote, on a eu 2 lignes où, alors qu'on a 894 pages et 9 lignes par chemin, on avait 2 lignes qui étaient rigoureusement les mêmes. Donc comme quoi l'aléatoire, je sais pas, j'ai peut-être joué au loto. L'aléatoire s'exprime comme ça. Donc nous avons Monsieur Decor Philippe, Monsieur Quéchon Xavier, Monsieur Fontenot Serge, Mademoiselle Simoneau Manolita, Monsieur Dété Henri, Monsieur Morin Pierre, Monsieur Ménard Kevin, Madame Sorin Annie,
Monsieur Rivière Christian, Monsieur Ricolo Michel, Madame Guillou épouse Meyer Thérèse, Monsieur Darzac Jean-Michel, Monsieur Rallet Serge, Monsieur Jallier Michael, Monsieur Richer Claude, Monsieur Parpaillon Jean-François, Madame Guéléraud épouse Nouveau Françoise, Monsieur Piedebout Serge, Monsieur Delaveau André, Monsieur Viau Michel, Monsieur Tripoteau Joël, Monsieur David Auguste, Monsieur Frappier Fernand et Madame Cotineau épouse Collier Roselyne. Voilà. Merci, merci Madame Tessier. Bonne soirée. Voilà, donc nous allons reprendre avec la troisième délibération de notre Conseil, avec l'assainissement, rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'assainissement pour l'année 2012. La parole est à Monsieur Gachet. Monsieur le maire rappelle à l'Assemblée qu'en application de l'article L. 2224-5 du Code général des collectivités territoriales, il est nécessaire de présenter un rapport sur le prix et la qualité du service public de l'assainissement. Il invite donc l'Assemblée à prendre connaissance du document joint en annexe concernant l'exercice 2012. Rapport du maire sur le prix et la qualité du service d'assainissement. Ce document est mis à disposition du public en mairie de Luçon. Vu l'avis favorable de la commission d'urbanisme et des finances et a entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal prend connaissance du rapport du maire sur le prix et la qualité du service public de l'assainissement pour l'année 2012. Bon, le rapport est joint en annexe, je pense que vous l'avez vu, on va peut-être pas tout le lire. Par contre, il faudrait vous reporter à la page numéro 5 où il y a une erreur. À la page numéro 5, quand on parle du bilan, on parle le bilan propre de l'exercice fait apparaître un déficit de 332 000. C'est pas un déficit, c'est un excédent. Hein, si on prend les... Ben oui, non mais... des choses qui peuvent arriver. Donc bon, c'est pas un déficit, c'est un excédent. Sinon, tout le reste, écoutez, vous l'avez pratiquement découvert. On peut peut-être se reporter à la page 10 pour les conclusions. La collecte et le traitement des eaux usées de la ville de Luçon est effectué au travers d'un contrat d'affermage signé avec l'entreprise sœur Centre Vendée depuis le 1er janvier 2003 pour une durée de 12 ans. Ce contrat a intégré en 2008 le traitement des boues via une nouvelle unité de compostage de la ville. On se répète un petit peu tous les ans. Ce rapport nous montre que la station d'épuration, dont la durée de vie est encore de 10 ans minimum, de plus en plus sollicitée au fur et à mesure des raccordements réalisés au sein de la ville, nécessite des aménagements profonds visant à respecter notamment les normes de rejet dans le milieu réceptif, tout en acceptant des charges hydrauliques et massives de plus en plus élevées. Des aménagements dans ce sens ont été mis en service depuis 2008, aménagement de la filière eau et modification de la filière boue par l'implantation d'une unité de compostage de boues d'épuration. L'étude du schéma directeur d'assainissement terminée en 2005 a défini un plan d'investissement à moyen terme permettant une gestion efficace du service d'assainissement. Ainsi, l'année 2012 a permis de réaliser des travaux de réalisation du réseau, de réparation du réseau. Ces travaux se poursuivront au cours des prochaines années. Enfin, il est à noter l'amélioration du service, notamment sur les points suivants: contrôle de conformité des raccordements au réseau, aide technique pour la rédaction des conventions de déversement au réseau, commerce et industrie, remplacement des équipements défectueux, amélioration du réseau de collecte. Ce que ne dit pas le rapport et qui est intéressant, c'est que il y a quelques années, nous avions défini un zonage d'assainissement et ce zonage d'assainissement a été entièrement couvert à ce jour. Donc toutes les habitations qui se trouvent dans le zonage d'assainissement qui est défini sont maintenant raccordables au réseau. Il y a quelques écarts qui ne le sont pas encore, mais qui ne faisaient pas partie du zonage d'assainissement, mais qui beaucoup vont être faits cette année. Je pense sur la route de Fief-Cendrillon, le chemin du Sourdi, quelques habitations qui n'étaient pas raccordées. Et après, il y a quelques écarts qui ne le sont pas, mais sinon, le réseau d'assainissement luçonnais est en parfait état et est achevé en ce qui concerne, je répète, ce zonage d'assainissement. Avez-vous des remarques, des questions? Oui, monsieur Delot. J'avais juste vu dans les comptes annuels pour la SOR, là,
il y a un déficit qui apparaissait de 17 000 euros. J'avais posé la question en commission, on m'avait dit qu'il manquait des chiffres. Donc je vois que ça n'a pas été modifié. Sur la page 14. Ouais. Oui, donc, parce que M. Gachet n'a pas mis son micro. Oui, il disait qu'en effet, c'est un oubli de notre part et que ce sera rectifié. Je vous remercie. D'accord, donc on peut constater que le rapport a été présenté. Hein, donc je vous en remercie. Quatrième donc délibération. Je vous raconte la petite histoire. Hein, donc convention entre la ville et M. Gwen Gendreau pour les serres du Jardin du Maine. En fait, ce monsieur est venu me voir parce que c'est un passionné des cactés et il propose donc de faire bénévolement les soins auprès de ces cactés qui sont sur la serre. Donc à partir de là, j'ai vu avec les services donc des espaces verts qui sont tout à fait d'accord, mais il faut bien sûr une convention et il n'agira que sous contrôle et responsabilité, bien entendu, des espaces verts. Voilà, donc la parole est à M. Gachet. Alors, vu le Code général des collectivités territoriales, vu le courrier de M. Gwen Gendreau du 21 février 2013, dans lequel il fait part de son souhait d'aider bénévolement à l'entretien des cactus et autres succulentes se trouvant dans les serres du Jardin du Maine, considérant l'accord de principe de la municipalité, considérant la nécessité d'établir une convention entre la commune et M. Gwen Gendreau, vu l'avis favorable de la commission d'urbanisme et des finances, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve les modalités de la convention entre la commune de monsieur et M. Gwen Gendreau et autorise M. le maire à signer la convention que vous avez derrière, là, qui... Enfin, vous l'avez lu, je pense, je ne vais pas la relire. Hein. Non, ça ne vous intéresse pas, puis moi non plus. Avez-vous des remarques ou des questions? Il faut surtout pas décourager la passion de quelqu'un qui est piqué de botanique. Un peu d'humour, c'est bien. Donc, je pense que nous allons avoir une belle unanimité. Y a-t-il des gens qui sont contre, qui s'abstiennent, qui est pour? Unanimité, donc je vous en remercie. Nous allons passer maintenant aux décisions modificatives en commençant par le budget communal principal. Je vais laisser la parole à Monsieur Thomas, juste avant pour vous dire un petit peu ce qu'il en est, comme on l'avait annoncé dans du budget primitif. Nous avons, il y avait des choses qu'on n'avait pas pu inscrire parce qu'on n'avait pas reçu les notifications. En particulier, donc certaines subventions, dont une subvention de 200 000 euros de la maison de santé pluriprofessionnelle, donc qui nous est arrivée depuis, ce qui permet, et vous le verrez tout à l'heure donc sur le compte annexe, de supprimer la subvention d'équilibre qui était faite depuis le budget principal vers le budget donc de la maison de santé pluriprofessionnelle. Et donc du coup, nous allons partager ces 200 000 euros d'une manière partagée entre le fonctionnement et l'investissement. C'est-à-dire que nous allons donner tout simplement un petit ballon d'oxygène en fonctionnement, en diminuant donc le virement du fonctionnement vers l'investissement. Et le reste, donc, nous allons le consacrer à l'investissement et en particulier donc à la voirie, comme nous l'avions décidé au moment du débat d'orientation budgétaire. Voilà donc l'état d'esprit de cette décision modificative numéro 1, c'est-à-dire, comme prévu, un ballon d'oxygène qui donne le souffle au fonctionnement et qui permet donc d'améliorer l'investissement au niveau de la voirie. Voilà, la parole est à Monsieur Thomas. Merci Monsieur le maire. Donc cette première décision modificative du budget primitif de 2013, en fonctionnement, cette délibération nous permet d'inscrire 38 222 euros de recettes supplémentaires suite à la réception des notifications des différentes dotations. Concernant les dépenses, outre les différents ajustements, il y a lieu d'inscrire 2 subventions complémentaires, une pour le centre communal d'action sociale à hauteur de 5 000 euros et une pour le Vendée Luçon Football à hauteur de 75 000 euros. Il y a lieu d'inscrire également le financement d'une étude de faisabilité pour la place du port à hauteur de 15 000 euros.
l'ADM s'équilibre en fonctionnement par une diminution du virement à la section d'investissement à hauteur de 83 678 €. Concernant l'investissement, il convient d'inscrire 235 883 € de recettes complémentaires, dont 200 000 € pour le rond-point Leclerc, 69 000 € de subventions pour la salle de gym et 22 629 € de reversement pour amende de police. À noter les moins 83 678 de diminution du virement du fonctionnement. En dépenses, nous inscrivons le financement du rond-point Leclerc pour 240 000 €. La différence avec la recette sera récupérée via le fonds de compensation de TVA. Sont inscrits deux nouveaux programmes importants, Cap urbain, études d'aménagement du port pour 18 000 € et la sonorisation du centre-ville pour 20 000 €. Le supplément de recettes permet d'alimenter le programme voirie pour 112 383 €. Donc sur cette première décision modificative, la commission des finances réunie le 6 juin a donné un avis favorable avec 2 abstentions. Il vous est donc proposé ce soir d'approuver les présentes décisions modificatives du budget principal. Bien, donc Monsieur Thomas vient de donner quelques compléments par rapport à ce que je vous ai dit, par rapport à l'esprit. Alors, subvention CCAS, hein, c'est une nécessité, donc c'est ce que l'on a fait. Vendée Luçon Football, nous allons en parler sans doute au moment de la convention donc, qui va être passée, mais je voudrais dire déjà qu'on a la chance d'avoir une équipe première donc, qui monte en national et que ça va donner une communication en dehors du fait sportif et de l'esprit sportif, une communication qui est sans commune mesure avec ce que l'on pourrait obtenir pour un montant donc similaire, et c'est bien comme ça donc que du point de vue purement financier il faut le comprendre. La sonorisation du centre-ville, c'est quelque chose qui nous est demandé par les commerçants, sur lequel donc on pourrait s'engager du fait des subventions qu'on a donc d'une manière supplémentaire, comme je vous le disais. L'aménagement donc au niveau de la place des ports et l'étude de faisabilité, c'est à la demande de la communauté de communes, donc ces programmes sont lancés. Voilà, avez-vous des remarques ou des questions? Non? Donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre? Qui s'abstiennent? Qui est pour? Donc 21 voix pour et 7 abstentions. Je vous en remercie. Nous allons passer maintenant à la décision modificative numéro 1 pour le budget assainissement. La parole est à Monsieur Thomas. Alors, décision modificative numéro 1 pour le budget d'assainissement. Donc, cette DM permet tout simplement d'affecter les 143 453 € de résultats en recettes d'investissement. On alimente également une dotation des amortissements à hauteur de 1 000 €. Donc, cette délibération est équilibrée en recettes et dépenses de fonctionnement à hauteur de 142 453 €. La commission des finances a donné un avis favorable le 6 juin avec 2 abstentions. Donc il est demandé au conseil municipal d'approuver cette présente décision modificative numéro 1 du budget assainissement. Voilà, c'est à la demande du payeur de la ville, de Madame Gauthier, hein, que nous avons fait cette écriture. Y a-t-il des remarques ou des questions? Donc non, je le soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre? Qui s'abstiennent? Qui est pour? Donc 21 voix pour, 7 abstentions, je vous en remercie. Budget de la maison de santé pluriprofessionnelle, décision modificative numéro 1. La parole est à Monsieur Thomas. Voilà, donc cette décision modificative permet d'inscrire la DETR, dotation d'équipement des territoires ruraux, pour 200 000 €, l'équilibre se faisant par l'annulation de la subvention ville. Donc sur cette délibération, la commission des finances, toujours avec 2 abstentions, a donné un avis favorable, et donc il est demandé ce soir au conseil municipal d'approuver la présente décision modificative du budget maison de santé pluriprofessionnelle. Voilà, c'est le corollaire de ce qu'on a vu tout à l'heure avec le budget donc, principal. Y a-t-il des questions ou des remarques?
Non. Donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre? Qui s'abstiennent? Qui est pour? Donc 21 voix pour, 7 abstentions. Je vous en remercie. 8e délibération, admission en non-valeur des produits irrécouvrables. La parole est à Monsieur Thomas. Voilà, donc ça c'est des délibérations qui viennent de temps en temps malheureusement. Donc ces admissions en non-valeur pour un total de 2663 € concernent des repas de cantine et garderie pour 105 € et des droits de place pour 2 sociétés en liquidation judiciaire à hauteur de 2558 €. Donc il vous est demandé d'admettre en non-valeur donc cette totalité des créances irrécouvrables et d'autoriser Monsieur le maire ou moi-même à signer les états et autres documents relatifs à ce dossier. Des questions ou des remarques? Donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre? Qui s'abstiennent? Qui est pour? Unanimité, je vous en remercie. 9e délibération, Vendée Habitat, garantie de prêt pour la construction de 3 logements situés rue Léonce Thomas. La parole est à Monsieur Grelot. Merci, Monsieur le maire. Considérant la demande formulée par Vendée Habitat tendant à obtenir la garantie de la ville à raison de 30% pour un emprunt d'un montant de 21 000 € que cet organisme se propose de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Ce prêt est destiné à financer la construction de 3 logements rue Léonce Thomas. Vu l'avis favorable de la Commission des finances du 6 juin 2013, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide en article 1, la ville de Luçon accorde sa garantie pour le remboursement de la somme de 6 300 € représentant 30% d'un prêt complémentaire d'un montant de 21 000 € souscrit par Vendée Habitat auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Ce prêt complémentaire est destiné à financer la construction de 3 logements situés rue Léonce Thomas à Luçon. En article 2, les caractéristiques du prêt sont les suivantes. Montant du prêt 21 000 €, type de prêt, prêt locatif aidé d'intégration, durée totale 40 ans, périodicité des échéances annuelles, indexation celle du livret A, le taux d'intérêt actuariel annuel c'est celui du livret A en vigueur à la date d'effet du contrat de prêt, moins 20 points de base, c'est-à-dire moins 0,20%. Révision du prêt du taux d'intérêt à chaque échéance en fonction de la variation du taux du livret A, sans que le taux d'intérêt puisse être inférieur à 0%. Actuellement, ce taux est donc de 1,55% qui correspond à celui du livret A 1,75 moins les fameux 0,20%. Le profil d'amortissement, l'amortissement est déduit de l'échéance. Si le montant des intérêts calculés est supérieur au montant de l'échéance, la différence est stockée sous forme d'intérêt différé. Modalité de révision, double révisabilité. Taux de progressivité des échéances de moins 3 à 0,50% maximum, actualisable à l'émission et à la date d'effet du contrat en cas de variation du taux du livret A. Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de la variation du taux du livret A. En article 3, la garantie de la commune est accordée pour la durée totale du prêt et porte sur 30% des sommes contractuellement dues par l'emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité. Sur notification de l'impayé par simple lettre de la Caisse des dépôts et consignations, le Conseil municipal s'engage à se substituer à l'emprunteur pour son paiement en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. En article 3, le Conseil municipal s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer en cas de besoin des ressources suffisantes pour couvrir les charges de ce prêt dans la limite de 30% du montant total. Et en article 5, le Conseil municipal autorise Monsieur le maire à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre la Caisse des dépôts et l'emprunteur. Il s'agit des 3 logements qui ont été construits et déjà livrés en 2010. Mais il s'agit donc d'un prêt complémentaire à celui qu'avait engagé Vendée Habitat à l'époque. À titre indicatif, le coût total de l'opération s'élève à 326 646 €, dont 66 864 de fonds propres
de la part de Vendée Habitat. Voilà, avez-vous des remarques ou des questions sur cette proposition? Non, donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre, qui s'abstiennent, qui est pour? Unanimité, donc je vous en remercie. Nous allons parler maintenant de la taxe de séjour et des tarifs de cette taxe. Ceci va être traité donc par Monsieur Thomas. Merci, monsieur le maire. Donc, pour rappel, la taxe de séjour est instituée sur la commune depuis le 1er septembre 1998. Donc, sur cette délibération, il vous est proposé donc plusieurs choses. De fixer la période de perception de cette taxe qui correspond à l'année civile, c'est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre. Décider que les tarifs seront appliqués par personne et par nuitée. Fixer les tarifs conformément au tableau suivant. Donc sur le tableau qui vous est joint, il y a une nouvelle catégorie qui concerne les hôtels de tourisme. Bon, lors de la commission des finances, il a été fixé pour cette catégorie un tarif de 0,70 €, donc par personne et par nuitée. Pour les autres tarifs, nous avons uniformisé l'ensemble des hôtels allant de 1 à 3 étoiles, également les chambres d'hôtes 1 à 3 épis pour 0,50 par nuit et par personne. Et pour toutes les autres catégories, il a été retenu un tarif également unique de 0,20 € par personne et par nuitée. Donc il faut décider que ce tarif par personne et par nuitée sera majoré de 10% au profit du Conseil général de la Vendée et décide que la taxe de séjour sera versée après chaque fin de trimestre auprès du régisseur de recettes de la commune. Des remarques ou des questions? Sinon, on avait demandé l'année dernière au moment du vote si elle était réellement perçue, parce que bon, il y avait un problème de perception derrière ça. Parce que le fait, a priori, d'après les renseignements qu'on a dans les équipements, elle est perçue, mais est-ce qu'elle est reversée ensuite au Trésor public? Oui, bien sûr. Oui. Oui. Enfin, oui. Oui. Donc, ça me Non, surprend. il semblait qu'il y avait. Il semblait que ce n'était pas le cas. Oui, alors il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est l'impôt le plus difficile à percevoir. C'est un fait. Donc on va dire que les percepteurs de l'impôt par ce biais-là à Lucenay sont des gens qui sont parfaitement honnêtes et qui le reversent intégralement. D'autres... Ça ne sert à rien autrement de voter un taux s'il n'est pas, pas effectif dans la réalité après, en termes de... On en touche. On en touche un peu. On en touche. Voilà. Très bien, pas d'autres réactions. Je considère que puisque M. Gréau s'étant absenté, il arrive. On va attendre. Voilà, donc, Monsieur Gréau étant revenu, nous allons passer aux notes. Y a-t-il des gens qui s'abstiennent? Qui sont contre? Qui est pour? À l'unanimité, donc je vous en remercie. Service de paiement des titres par carte bancaire sur Internet, c'est une convention, ça aussi c'est une demande donc, du payeur, et ceci va être traité par Monsieur Thomas. Voilà, donc la Direction générale des finances publiques a développé un service de paiement en ligne dénommé Tipeee, titre payable par Internet. Ce dernier permet aux usagers des collectivités adhérentes de payer avec leur carte bancaire par l'intermédiaire de son gestionnaire de télépaiement, les créances ayant fait l'objet d'un titre exécutoire. L'accès se fait à partir du portail Internet de la Direction générale des finances publiques, la prise en charge et la gestion sécurisée des paiements par carte bancaire étant sous sa responsabilité. Les frais de fonctionnement liés au gestionnaire de paiement sont à la charge de la Direction générale des finances publiques. La ville aura à sa charge le coût du commissionnement carte bancaire en vigueur pour le secteur public local, soit 0,25% du montant, augmenté d'une participation forfaitaire de 0,10 € par opération.
La commission des finances donc, a donné un avis favorable le 6 juin et donc il vous est demandé d'autoriser monsieur le maire ou moi-même à signer la présente convention. Des remarques, des questions? Non, donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre? Qui s'abstiennent? Qui est pour? Unanimité, donc je vous en remercie. 12e délibération, Théâtre Minandi, saison culturelle 2013-2014, convention de partenariat culturel avec l'association Le Drôle de Festival dans le cadre du Festival du Souffleur d'Arundel, concours première scène, concours scène de l'humour. La parole est à Madame Parpaillot. Merci, Monsieur le maire. Vu le Code général des collectivités territoriales, Monsieur le maire rappelle que le Théâtre Minandi est un service municipal assurant une mission de service public culturel. À ce titre, il participe activement au soutien des jeunes artistes et à la création artistique en région. En ce sens, la ville apporte son soutien à l'association Le Drôle de Festival dans le cadre de son festival Le Souffleur d'Arundel. Concours première scène, en décernant le prix Minandi, le dit prix consiste à accueillir l'artiste en résidence, accompagnement dans la démarche de création sur plusieurs périodes de la saison afin de faire évoluer son projet artistique, ainsi qu'à offrir la possibilité de jouer sur une des plus belles scènes de Vendée en première partie d'un spectacle de la programmation. Concours scène de l'humour par la participation active de la directrice du Théâtre Minandi en tant que membre du jury. Considérant la nécessité de fixer les modalités de partenariat qui lient les deux partenaires, vu l'avis favorable de la Commission des finances du 6 juin 2013, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, contribue à l'organisation du festival Le Souffleur d'Arundel, concours première scène en décernant le prix Minandi et concours scène de l'humour, approuve les termes de la convention de partenariat culturel conclue avec l'association Le Drôle Festival, autorise Monsieur le maire ou Madame Fabienne Parpaillon, adjointe au maire, à signer la convention et toutes les pièces afférentes au dossier. C'est comme tous les ans, nous avons l'habitude de passer ce contrat de partenariat qui effectivement permet aux lauréats du prix Minandi de pouvoir créer sur une résidence de création sur 3 périodes en 2013 et 2014 le spectacle et ensuite de le programmer lors d'une représentation en première partie d'un artiste qui sera dans la programmation le 16 mai 2014. Avez-vous des remarques ou des questions? Non, donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre? Qui s'abstiennent? Qui est pour? Unanimité, donc je vous en remercie. 13e délibération, convention de partenariat entre la ville et Hyper-U, plaquette programmation 2013-2014 du Théâtre Minandi. La parole est à Madame Parpaillot. Merci, Monsieur le maire. Vu le Code général des collectivités territoriales, considérant que le magasin Hyper-U de Luçon souhaite, dans le cadre de l'élaboration de la plaquette de programmation 2013-2014 du Théâtre Minandi, apporter un soutien financier et de communication à la ville, vu l'avis favorable de la Commission des finances du 6 juin 2013, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, accepte l'aide financière de Hyper-U à hauteur de 3 100 €, approuve les termes de la commission avec Hyper-U pour une durée d'1 an, autorise Monsieur le maire ou Madame Fabienne Parpaillon, adjointe au maire, à signer la convention de partenariat ainsi que toutes les pièces afférentes à ce dossier. C'est pareil, tous les ans nous avons ce genre de proposition de partenariat avec donc Hyper-U pour la plaquette de programmation en termes de budget publicitaire. Avez-vous des remarques ou des questions? Non, donc je le soumets à votre vote. Il y a des gens qui sont contre, qui s'abstiennent, qui est pour? Unanimité, donc je vous en remercie.